Je m'appelle Camille Bernard. J'ai 38 ans et je dirige une entreprise de paysagisme et d'aménagement extérieur sur mesure. J'ai commencé avec une camionnette rouillée, une tondeuse d'occasion et une pile de prospectus que j'avais imprimés à la bibliothèque quand j'avais 22 ans. Aujourd'hui, j'ai 3 équipes, un entrepôt rempli de matériel, et nous construisons de tout, des patios confortables pour les jardins jusqu'à ces ridicules bassins à carpe koi que les riches installent à côté de leur piscine. Je ne suis pas ce qu'on appellerait une femme raffinée. Mes mains sont calleuses toute l'année. Peu importe à quel point je frotte, il y a toujours un fin croissant de terre sous mes ongles. Je possède plus de chaussures de sécurité que de talons aiguilles, mais je suis fier de ce que j'ai construit. C'est du concret. C'est à moi. Quand je passe devant une maison sur laquelle j'ai travaillé il y a 3 étés et que je vois des enfants jouer sur une terrasse que j'ai conçue, je ressens quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Ces 4 dernières années, ma vie a tourné autour d'Alexandre de Courcelles. Il a 32 ans, il est élégant, charmant, le genre d'homme qui n'a jamais de terre sous les ongles, à moins que ce ne soit lors d'un séjour en camping ironique pour Instagram. Il travaille dans les relations publiques pour une grande agence parisienne. Gestion de crise, storytelling de marque, contrôle des récits narratifs. Cela aurait dû être mon premier signal d'alarme, mais le recul a toujours raison et se montre souvent suffisant. Nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'un ami commun lors d'un barbecue dans un jardin. J'arrivais tout juste d'un chantier, portant encore le t-shirt délavé de mon entreprise, ma queue de cheval à moitié défaite. Alexandre est arrivé en retard, vêtu d'une chemise blanche immaculée et de mocassins qui n'avaient jamais connu la moindre flaque d'eau. Il m'a servi un verre, m'a posé des questions sur mon entreprise au lieu de me parler de mon week-end, et a réellement écouté quand je lui ai parlé de systèmes de drainage et de murs de soutènement. Il souriait comme si c'était fascinant, et non ennuyeux. Je me souviens avoir pensé, il me voit, la vraie moi. Nous avons commencé à sortir ensemble. Il m'a emmené dans des endroits où je n'étais jamais allé. Des rooftops, des galeries d'art, un gala d'hiver où j'ai passé toute la soirée à avoir peur de trébucher avec mes talons loués et de renverser du champagne sur la robe haute couture de quelqu'un. Il savait toujours quel vin commander, quelle fourchette utiliser, et comment parler aux gens fortunés comme s'il était né en smoking. Je pensais que nous nous équilibrions. Ma rudesse et son raffinement, mon monde de tests de sol et de plans de construction, et son monde de communiqués de presse et de cocktails. Je me disais que nous formions une équipe, la terre et l'air. Le problème, l'enjeu, comme il l'aurait probablement formulé, c'était nos origines. J'ai grandi dans une petite maison ordinaire. Mon père était mécanicien. Ma mère était aide-éducatrice. Nous avions des meubles d'occasion, un ventilateur bruyant dans le couloir et des vélos de seconde main. Ce n'était pas glamour, mais c'était chaleureux, bruyant et plein d'amour. La famille d'Alexandre était différente. Vieille bourgeoisie, pour employer le terme poli. Son père est un chirurgien très réputé. Sa mère dirige une fondation caritative qui organise des déjeuners de bienfaisance avec des buffets de dessert à étage et des ventes aux enchères silencieuses. Ils vivent dans un monde de cercles très fermés et passent leurs étés dans des endroits qui exigent des pantalons en lin et des chaussures bateau. La première fois que je me suis garé devant leur maison, j'ai cru que c'était un hôtel de charme. J'avais rencontré ses parents une poignée de fois. Ils étaient toujours polis. Sa mère complimentait ma robe avec cet air vague et légèrement surpris, comme si elle s'étonnait que je sache en choisir une. Son père posait beaucoup de questions sur mon entreprise. Les marges bénéficiaires, la fidélisation des employés, ce genre de choses. J'avais moins l'impression qu'il apprenait à me connaître et davantage qu'il effectuait un audit. Il y avait toujours une distance, civile, froide. Comme si j'étais une étude de cas intéressante, pas la femme que leur fils allait épouser. Et c'était bien ça le problème. Je n'étais jamais invité aux grandes réunions de famille, aux fêtes de fin d'année, aux événements où tout le monde prend l'avion pour venir. Il y avait toujours une excuse. La famille de ma mère est intense. Tu détesterais ça, disait Alexandre en m'embrassant sur le front. Mon père organise un truc pour l'hôpital. Tu vas mourir d'ennui. Il y a une tonne de drames familiaux. Je ne veux pas te jeter dans le grand bain tout de suite. Je te protège. Me protéger. Ce mot me faisait me sentir chéri, en sécurité. Je ne voyais pas qu'en réalité, ce qu'il faisait, c'était les protéger de moi. Il y a 6 mois, Alexandre m'a demandé en mariage. Il avait loué un chalet près d'un lac, mis des guirlandes lumineuses sur la terrasse,
et caché une bague dans un dessert qu'il a fait semblant de brûler pour me forcer à venir vérifier. C'était cliché, mignon, et exactement le genre d'histoire que les gens adorent entendre. La bague était élégante, classique et suffisamment chère pour faire court-circuiter mon cerveau pratique. Je m'en fichais. À ce moment-là, je voyais juste un avenir, un mari, peut-être des enfants, et un nom de famille commun sur une boîte aux lettres que je construirais moi-même. Alexandre a insisté pour que nous portions tous les deux une bague de fiançailles. Il avait lu un article expliquant que c'était un symbole moderne d'égalité. Il n'y a pas de raison que seules les femmes se promènent en étant marquées comme prises, avait-il dit. Nous sommes ensemble là-dedans. Ça me semblait un peu étrange. La plupart des hommes que je connaissais ne portaient pas de bague de fiançailles, mais c'était important pour lui. J'ai donc porté la mienne, un simple anneau en platine qu'il avait choisi avec ses amis. Il a porté la sienne. Nous avons posté une photo de nos mains entrelacées. Les gens ont commenté, couple de pouvoir. J'y ai cru. Mardi soir, 4 mois après la demande en mariage, tout a volé en éclats. Alexandre avait invité ses 2 meilleures amies à boire un verre, Joséphine et Victoire. Elles font partie de son petit cercle social très fermé. Imaginez des sacs de créateurs, des fils Instagram soigneusement organisés et des discussions de groupe avec des noms de code. Elles allaient devenir mes demoiselles d'honneur un jour, du moins c'est ce que je croyais. Elles avaient apporté 2 bouteilles de vin hors de prix et une boîte de macarons. J'avais préparé un plateau de fromage, en essayant de ne pas trop m'inquiéter de savoir si j'avais choisi la bonne sorte d'olive. Vers 20h, les rires ont commencé à résonner dans le couloir. À 21h, ils étaient plus forts, plus tranchants. J'étais dans mon bureau, la pièce juste à côté du salon, en train de terminer de rédiger des factures sur mon ordinateur portable. Les murs ne sont pas épais. J'ai entendu Alexandre passer des appels à travers eux des centaines de fois. J'ai essayé de faire abstraction de leur voix. Vraiment. Et puis j'ai entendu Joséphine dire, aussi clairement que si elle était à côté de moi, alors, les 60 ans de ta mère, c'est toujours la grande présentation officielle en famille pour Camille. Il y a eu un silence. Dans ma tête, je pouvais voir le visage d'Alexandre, ce sourire charmant et décontracté. Ce que j'ai réellement entendu, c'est un rire bref et sec, différent de son rire habituel. Celui-ci était tranchant. Mon Dieu, non, a répondu Alexandre. Sa voix dégoulinait d'un mépris que je ne lui avais jamais entendu. Tu imagines? Je ne la laisserai jamais rencontrer ma famille élargie. Elle est trop gênante. Je me suis figé. Je ne dis pas ça de manière poétique. Mes mains se sont arrêtées sur le clavier. Mes poumons ont oublié leur fonction. Le curseur sur l'écran clignotait comme un battement de cœur, tandis que le mien s'était arrêté. Gênante. Ce mot résonnait dans ma tête comme s'il possédait son propre système de sonorisation. Victoire a enchaîné, mielleuse et fausse, il va bien falloir le faire un jour, Alex. Tu ne pourras pas la garder cachée pour toujours. De quoi est-ce qu'elle pourrait bien parler avec ton oncle Henri? De terreau? Ils ont tous éclaté de rire. Ça résonnait comme du verre brisé dans mes oreilles. De terreau. Voilà ce qu'était l'œuvre de ma vie pour eux. Du terreau et une source de gêne. Je sais, a repris Alexandre, reprenant son souffle entre 2 rires. Je travaille sur un plan. Le but, c'est de passer l'étape du mariage, de l'engager pour de bon, et ensuite de la former petit à petit. C'est quelqu'un qui assure un bon confort financier. Il suffit de poncer un peu les bords rugueux. Ou de passer au modèle supérieur, a ajouté Joséphine. De nouveaux rires. Je n'ai pas entendu ce qui a suivi, pas vraiment. Un énorme bourdonnement a rempli mes oreilles, comme si quelqu'un avait allumé un ventilateur industriel dans ma poitrine. Tout mon corps me semblait étranger. J'ai fixé mon propre reflet dans l'écran sombre de l'ordinateur portable. Même queue de cheval désordonnée, mêmes yeux fatigués. Seulement maintenant, au lieu de voir une chef d'entreprise, une femme qui avait bâti sa propre vie, je voyais ce qu'il voyait quand il pensait que je n'écoutais pas. Un projet. Une honte. La femme qu'Alexandre allait épouser n'était pas une partenaire. C'était un chantier à rénover, un secret à gérer. Je n'ai pas fait irruption dans la pièce. Je ne les ai pas confrontés. Je n'ai pas exigé d'explications, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas supplié. Je suis resté assise là,
dans le bureau sombre, mes mains posées sur le clavier, tandis que quelque chose changeait en moi. La blessure était là, un poids profond et écrasant qui m'écrasait les côtes. Mais en dessous, autre chose commençait à se former. Froid. Solide. Précis. Il pensait que j'étais simple d'esprit. Il pensait que j'étais facile à manipuler. Il avait oublié que mon métier tout entier consistait à prendre un terrain sauvage et accidenté pour le transformer exactement en ce que j'avais imaginé, étape par étape, phase par phase. Cette nuit-là, sur cette chaise, j'ai cessé d'être son projet. Je suis devenu l'architecte. Il venait de me remettre les plans exacts de la façon dont il me voyait, de la façon dont il nous voyait. J'ai donc fermé mon ordinateur, fixé l'obscurité de ma propre maison, et commencé à esquisser un autre plan. Il ne voulait pas que je m'approche de sa famille? Très bien. J'allais m'assurer que la seule fois où il me verrait dans son histoire, ce serait juste avant de la voir s'effondrer autour de lui. Les 24 heures qui ont suivi cette conversation ont été les plus longues de ma vie. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je suis resté allongé à côté d'Alexandre dans notre lit, fixant le plafond, écoutant sa respiration douce et régulière tandis que mon esprit repassait ses mots en boucle. Trop gênante. La former. Un bon confort financier. Passer au modèle supérieur. Vers 3 heures du matin, il a bougé et a passé un bras autour de ma taille, me tirant plus près de lui dans son sommeil. J'ai fixé sa main sur mon ventre et je n'ai absolument rien ressenti. Aucune chaleur, aucune sécurité, juste une distance froide et clinique, comme si j'observais deux étrangers dans un lit d'hôtel. Au matin, j'avais un plan, ou du moins une première étape. J'ai bougé comme un fantôme dans ma propre cuisine, j'ai préparé du café, des tartines. Alexandre est arrivé en titubant, les cheveux en bataille, encore à moitié endormi. Bonjour, a-t-il marmonné en se penchant pour m'embrasser sur la joue. Je l'ai laissé faire. Mon visage est resté impassible. Tu es debout tôt, a-t-il dit en se versant du café. Gros chantier aujourd'hui. Quelque chose comme ça, ai-je répondu. Il n'a pas remarqué le ton de ma voix. Il n'écoutait jamais vraiment mon ton, seulement mes réponses. J'ai un appel client tôt ce matin, a-t-il dit en jetant un coup d'œil à son téléphone. Ma mère va peut-être passer plus tard pour déposer quelques décorations qu'elle teste pour la galerie. Ne la laisse pas t'embarquer dans quoi que ce soit, d'accord? Je te protégerai du pire. Me protéger, c'est ça. Il a embrassé le sommet de mon crâne et a franchi la porte en sifflotant. Dès que j'ai entendu sa voiture s'éloigner, j'ai posé mon café, pris mon téléphone et appelé mon avocat. Je l'ai depuis des années. Quand on dirige une entreprise avec des employés, des camions et des contrats, on a besoin de quelqu'un qui connaît la loi mieux que soi. Il a décroché à la 3e sonnerie. Camille, salut, tout va bien? Non, ai-je répondu, mais ça va aller. Je lui ai tout raconté. Pas les parties émotionnelles. Celles-là, je les ai gardées enfouies, pressées à plat comme des feuilles dans un livre. Je lui ai donné les faits. Nous vivons dans ma maison, que j'ai achetée avant même de rencontrer Alexandre. Le prêt immobilier est remboursé depuis longtemps. Son nom ne figure pas sur l'acte de propriété. Nous avons un compte d'épargne commun pour le mariage, mais nous avons gardé la plupart de nos autres finances séparées. Nous sommes fiancés, pas mariés ni pacsés. Il n'y a pas d'entreprise commune, pas de contrat prénuptial signé. Il a écouté en silence. Quand j'ai terminé, il y a eu un moment de silence au bout du fil. Eh bien, a-t-il fini par dire, d'un point de vue légal, vous êtes dans une position de force. La maison est à vous. Tant que vous ne l'avez ajouté sur aucun document, il n'a aucun droit dessus. Et le compte pour le mariage, ai-je demandé. Vous avez tous les deux droit à la moitié de ce qui s'y trouve, a-t-il répondu. Si vous envisagez de rompre, je vous conseille de transférer votre moitié sur un compte séparé le plus tôt possible. Pas par vengeance, mais pour vous protéger. Dès que les émotions s'en mêlent, les gens font des bêtises avec l'argent. J'ai regardé par la fenêtre mon pick-up dans l'allée, avec le logo délavé que j'avais peint moi-même il y a des années. D'accord, ai-je dit, donc si je déplace la moitié, c'est légal? Ça l'est, a-t-il confirmé. Prenez exactement la moitié, pas un centime de plus. Vous n'essayez pas de le voler, vous fixez une limite. Documentez tout. C'est toujours ce que je fais, ai-je dit.
Camille, a-t-il ajouté d'une voix plus douce, je suis désolé. Vous n'avez pas l'air d'être vous-même. Je ne le suis pas, ai-je répondu. Mais je le serai. Nous avons raccroché. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai fixé le montant sur le compte commun. Tout cet argent représentait un avenir. Des acomptes pour un lieu de réception, le traiteur, les essayages de robes, les faire-part qui n'étaient même pas encore envoyés. Une vie que je pensais construire avec quelqu'un qui me respectait. J'ai divisé le solde en deux, au centime près. Mon pouce a plané au-dessus de l'écran pendant une seconde, puis j'ai appuyé sur retransférer. La moitié du compte a glissé proprement vers mon épargne personnelle. Une petite barre sur l'écran s'est modifiée, et avec elle, quelque chose en moi s'est apaisé. Ce n'était pas de la vengeance. C'était l'équilibre. Ensuite, je suis allé sur Internet. Alexandre m'avait dit que la fête pour les 60 ans de sa mère ce week-end n'était qu'un petit dîner en famille. Rien d'important, rien d'intéressant, aucune raison que je m'en encombre. J'avais souri et répondu, bien sûr, mon chéri, un moment en famille. Il aurait vraiment dû prendre en compte le fait que je vis aussi sur Internet. Il m'a fallu 5 minutes pour découvrir la vérité. La fondation de sa mère avait une page publique d'événements, avec des images sur papier glacé et une légende, rejoignez-nous pour célébrer les 60 ans du docteur de Courcelles lors d'un gala privé au profit de la Fondation Lumière. Il y avait des photos de la galerie parisienne, une liste d'invités qui ressemblait au bottin mondain local, des sponsors, des donateurs. Une nuit d'impact et d'élégance, disait le texte. Un petit dîner en famille, mon cul oui. J'ai fixé l'écran, la mâchoire serrée. Il ne s'agissait pas seulement de ne pas m'inviter, il s'agissait de me cacher. Il allait entrer là-bas, sourire pour les photos, siroter du champagne et faire semblant que sa fiancée, sa prétendue égale, n'existait pas. Très bien. J'ai cliqué sur un nouvel onglet. Si Alexandre comptait traiter cela comme une opération de relations publiques, j'allais le faire aussi. Premier appel, un service de VTC haut de gamme, le genre qui envoie des berlines noires avec des chauffeurs en costume, le genre que la famille d'Alexandre utilise pour les trajets vers l'aéroport et les événements spéciaux. Bonjour, ai-je dit quand la réceptionniste a décroché. Je voudrais réserver une voiture de maître pour vendredi après-midi. Prise en charge à mon adresse, dépose à la Fondation Lumière. Elle m'a annoncé le prix. J'ai validé la réservation. Je leur ai donné le nom complet d'Alexandre, mon adresse et l'heure. J'ai ajouté une dernière instruction. Le chauffeur devrait avoir une enveloppe dans la boîte à gants, à remettre à Alexandre à l'arrivée. Je la fournirai plus tard. Deuxième appel, une entreprise professionnelle de déménagement et de garde-meubles. J'ai besoin d'une équipe pour emballer et déménager le contenu d'une chambre, d'une salle de bain et d'une partie d'un salon, ai-je dit. Vêtements, effets personnels, un peu de décoration. Je veux que tout soit transféré dans un garde-meuble climatisé à mon nom. Ils m'ont demandé mes disponibilités. J'ai choisi vendredi matin, le même jour que la voiture. Tout sortir et faire disparaître ses affaires avant qu'Alexandre ne rentre à la maison. Ils m'ont demandé s'il y aurait quelqu'un d'autre sur place. Non, ai-je répondu, juste moi. Quand j'ai raccroché, l'atmosphère de la maison semblait différente. Pas encore, pas de façon évidente, mais comme un décor de théâtre juste avant un changement de scène. Tout restait à sa place juste un instant de plus. Le jeudi, j'ai commencé ma performance. Je suis rentré du travail avec un petit bouquet de lys blancs, les préférés d'Alexandre. Ils ont parfumé toute la cuisine comme le hall d'un grand hôtel. Il est rentré plus tard que d'habitude, la cravate desserrée, faisant défiler l'écran de son téléphone. « Salut », a-t-il dit, surpris. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» J'ai réfléchi, ai-je dit, forçant ma voix à adopter un ton doux et léger, la version de Camille qu'il préférait. Nous avons tous les deux été stressés. L'organisation du mariage, la fête de ta mère. Je voulais faire quelque chose juste pour nous. Il a souri, instantanément séduit. Dis-m'en plus. J'ai réservé un week-end romantique surprise, ai-je dit. Nous partons demain après-midi et rentrons dimanche matin, juste à temps pour que tu puisses voir ta mère le jour exact de son anniversaire. Ses yeux se sont illuminés de cette façon qui, autrefois, me faisait chavirer le cœur. Mais aujourd'hui, cela ressemblait juste à de l'avidité pour l'histoire qu'il pourrait raconter plus tard. Cam, c'est. Waouh, vraiment, a-t-il dit.
Où est-ce qu'on va? C'est une surprise, ai-je répondu. Prépare juste un sac de voyage avec une belle tenue pour le dîner de demain. Je m'occupe de tout. Enfin, a résonné la voix de Joséphine derrière lui. Elle l'avait suivi à l'intérieur, Victoire juste derrière elle avec une bouteille à la main. Notre petite Camille grandit. Comme si j'étais un projet qu'elles élevaient collectivement. Je lui ai souri, montrant toutes mes dents et rien d'autre. Tu n'as pas idée, ai-je répondu. Elles n'ont pas perçu l'ironie mordante. Elles ne la percevaient jamais. La conscience de soi n'était pas leur point fort. Elles ont ouvert le vin. Alexandre leur a parlé de l'escapade mystérieuse, vendant l'histoire à ma place. Elles ont poussé des petits cris, spéculé sur les destinations, plaisanté sur le fait que je préparais un coup monté. J'ai ri à tous les bons moments. Quand Alexandre s'est absenté pour prendre un appel, Joséphine s'est penchée par-dessus le comptoir avec un grand sourire. Tu vois, a-t-elle dit, tu montes en gamme. C'est exactement le genre de choses que sa famille attend. J'ai incliné la tête. C'est bon à savoir, ai-je dit. Je ne voudrais gêner personne. Elle a trinqué contre mon verre, totalement inconsciente de la façon dont mes doigts se crispaient autour du pied du verre. Cette nuit-là, seul dans mon lit, je suis resté allongé sur le côté face au mur tandis qu'Alexandre faisait défiler son téléphone derrière moi. Je me sens vraiment chanceux, tu sais, a-t-il murmuré en passant un bras autour de moi. La plupart des filles feraient une crise de jalousie pour ce week-end avec ma mère. Toi, tu es tellement détendu. Tu as compris les codes. J'ai fixé l'ombre de nos mains jointes sur le mur. Oh, j'ai tout à fait compris, ai-je répondu doucement. Il a embrassé mon épaule. On forme une bonne équipe, toi et moi. Dans l'obscurité, mes yeux ont piqué. J'ai laissé les larmes rester là où elles étaient, non versées, comme des pierres transparentes. C'est vrai, ai-je dit, mais peut-être pas de la façon dont tu le penses. Le vendredi matin, j'ai appelé mon chef de chantier pour lui annoncer que je ne serais pas sur le terrain. Affaire personnelle, ai-je dit. Il n'a posé aucune question. Il avait vu assez de divorces compliqués, de bébés surprises et de saisies immobilières parmi nos clients pour savoir quand il ne fallait pas fouiller. À 9h pile, le camion de déménagement est entré dans l'allée. 3 gars en sont descendus, professionnels et efficaces. Je leur ai fait faire le tour de la maison. Tout ce qui est manifestement des vêtements d'homme dans ce dressing, ai-je indiqué en ouvrant les portes de la chambre. Toutes ces chaussures, la boîte à montres, le plateau avec les parfums. Dans la salle de bain, tout ce qui n'est pas à moi. Dans le salon, ces photos encadrées, l'étagère de droite et cette stupide sculpture en métal. L'un d'eux a reniflé de rire avant de se retenir. C'est noté, a-t-il dit. Ils ont emballé rapidement et méthodiquement. Chaque paire de ces jeans de marque, chaque bouton de manchette, chaque paire de chaussettes en fil d'Écosse, la veste en cuir qu'il adorait, les photos de remise de diplôme avec ses parents, l'impression sur toile d'un art abstrait qu'il jurait être si profond. À chaque carton qui quittait la maison, ma respiration devenait plus facile. À midi, sa moitié de l'armoire était vide. Le plan de travail de la salle de bain semblait étrange sans ses soins de peau hors de prise alignés à côté de ma crème hydratante de supermarché. Le salon paraissait soudain plus grand sans son mur de cadre parfaitement agencé. Ils ont chargé les cartons dans le camion, m'ont remis le numéro du box de stockage, la clé et la liste d'inventaire. Vous avez besoin d'aide pour déplacer autre chose, a demandé l'un d'eux. J'ai regardé les espaces dégagés, de petits fantômes à l'endroit où se trouvait autrefois sa vie. Non, ai-je répondu, je crois que je gère pour la suite. Quand ils sont partis, j'ai changé toutes les serrures de la maison. La porte d'entrée, la porte arrière, celle du garage, la petite porte de côté que personne n'utilisait jamais. Le bruit de chaque nouveau pen dormant s'enclenchant résonnait comme un point de ponctuation. Clic. C'est ma maison. Clic. Tu n'as plus le droit d'y remettre les pieds. Vers 16h, la berline noire s'est engagée dans mon allée, élégante et silencieuse. Le chauffeur en est descendu en réajustant sa veste. Madame Bernard, a-t-il demandé. C'est moi, ai-je dit en lui tendant une enveloppe avec ses instructions et son pourboire. Le client est Alexandre de Courcelles. Vous l'emmènerez à la Fondation Lumière. À votre arrivée, vous lui donnerez ceci. Je lui ai remis une deuxième enveloppe, plus petite, venant de la boîte à gants.
Ensuite, vous partez, immédiatement. Il a hoché la tête, professionnel et impénétrable. Compris. Quelques minutes plus tard, la voiture d'Alexandre s'est garée. Il est sorti avec son sac de voyage, vibrant presque d'excitation. Joséphine et Victoire étaient de nouveau avec lui, bouteille de champagne à la main, prêtes à nous saluer pour le départ. Elles étaient assises sur mon canapé, flûte levée, quand je suis entré dans le salon. La voiture est là, ai-je annoncé en souriant. Alexandre s'est levé d'un bond et m'a embrassé. Je suis tellement excité, a-t-il dit. Tu es sûr que tu ne veux pas me dire où on va? Certaine, ai-je répondu. Tu vas vite le découvrir. Ses amis nous ont suivis jusqu'à la porte, filmant de petits clips pour leurs stories, roucoulant sur le fait que nous étions un couple idéal. J'ai ouvert la porte d'entrée et je me suis écarté pour qu'il puisse voir la voiture noire qui l'attendait comme dans un film. Waouh, a-t-il soufflé. Ok, c'est. Bon sang, Cam. Je voulais que ce soit spécial, ai-je dit. Nous avons marché vers la voiture ensemble. Le chauffeur a ouvert la porte arrière. Je tenais le sac d'Alexandre. Tiens, ai-je dit en le lui tendant. Passe un moment exceptionnel. Il a cligné des yeux, confus. Attends, tu ne viens pas? Je me suis penché et je l'ai embrassé légèrement sur la joue. Non, ai-je répondu, avec un sourire inébranlable. C'est pour toi. Il est temps que tu passes du vrai temps de qualité avec ta famille. Sa confusion s'est approfondie, se transformant en quelque chose d'autre, de l'inquiétude. De quoi tu parles, a-t-il demandé en riant à moitié. J'ai tendu une épaisse enveloppe couleur crème, avec son nom écrit de ma main. Ceci devrait tout expliquer, ai-je dit. Bon voyage, Alexandre. Avant qu'il ne puisse m'attraper le bras, avant que Joséphine ou Victoire n'aient le temps d'ouvrir la bouche, je me suis retourné, j'ai marché jusqu'à ma porte d'entrée et je l'ai refermée. Et cette fois, quand le verrou a cliqué, cela sonnait comme une conclusion définitive. Le silence, une fois la porte fermée, ne m'a pas semblé vide. Il m'a semblé pur. À l'intérieur de ma maison désormais reconquise, les voix confuses de Joséphine et Victoire filtraient à travers la porte. Alex, qu'est-ce qu'elle voulait dire, bordel? Ouvre. Ouvre l'enveloppe. C'est ça la surprise. C'est super bizarre. Puis, les phalanges d'Alexandre ont frappé la porte, violemment. Camille. Camille, ouvre la porte. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. J'ai simplement marché plus profondément dans la maison, hors de portée de voix, et je me suis versé un verre d'eau avec des mains étonnamment stables. Pour quelqu'un qui avait été qualifié de gênante, je me sentais remarquablement maîtresse de moi-même. 5 minutes plus tard, le flux de ma caméra de sécurité a montré Joséphine et Victoire guidant Alexandre vers la berline noire, tous trois affichant des expressions qui disaient clairement que ce n'était pas l'histoire dans laquelle ils s'attendaient à jouer les rôles principaux aujourd'hui. Alexandre s'est glissé sur la banquette arrière. La portière s'est fermée. La voiture a démarré. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai expiré. Ce qu'Alexandre a vu dans cette enveloppe, pendant qu'il se faisait conduire comme un VIP au gala sur lequel il m'avait menti. Il a ouvert la lettre. Je le sais car j'avais chronométré chaque détail à la minute près. La lettre commençait par ses propres mots. Je ne la laisserai jamais rencontrer ma famille élargie. Elle est trop gênante. Puis, tu n'as pas besoin de te demander si je t'ai entendu. Je t'ai entendu. Chaque mot. J'ai écrit sur le fait d'avoir surpris son plan pour me former, sur les blagues de ses amis sur le terreau, et sur l'humiliation qui a accompagné la prise de conscience que je n'étais pas une partenaire, mais un secret. J'ai expliqué que nos fiançailles étaient annulées, calmement, logiquement, sans aucune théâtralité. Puis j'ai exposé les faits. Ces affaires se trouvaient désormais dans un box de stockage sécurisé. La clé était dans une plus petite enveloppe que le chauffeur lui remettrait à l'arrivée. Les serrures de la maison avaient été changées. Le compte commun pour le mariage contenait désormais exactement la moitié de ce qu'il contenait la veille. Je lui ai souhaité bonne chance pour trouver quelqu'un dont il n'aurait pas honte. Pas d'insultes, pas d'explosions émotionnelles, juste la réalité, joliment emballée dans du papier à lettres crème. J'aime imaginer que le silence à l'intérieur de cette voiture devait être étouffant. Pendant ce temps, à la galerie, pendant qu'Alexandre lisait ma lettre, autre chose se produisait en parallèle,
réglé avec une précision chirurgicale. Un coursier a livré une petite boîte au bureau de son père à la fondation, avec la mention au privé. À l'intérieur se trouvaient les 2 bagues de fiançailles, la mienne et celle qu'Alexandre avait insisté pour que nous portions tous les 2 au nom de l'égalité. Un mot très formel l'accompagnait, « Professeur de Courcelles, je vous retourne ces bijoux car l'engagement qu'ils étaient censés symboliser n'était pas mutuel. Je m'excuse pour les éventuelles perturbations que cela pourrait causer à votre famille. Camille Bernard. » Connaissant son obsession pour la réputation et les apparences, je savais exactement ce que ce geste signifierait pour lui. Des fiançailles rompues, ce sont des commérages, mais une fiancée qui rend les 2 bagues directement à un éminent chirurgien lors du gala le plus important de sa femme. Ça, c'est un scandale qui fait la une. Et comme je l'ai appris plus tard, c'est exactement ce qui s'est passé. De retour chez moi, Joséphine et Victoire sont parties après une nouvelle rafale d'appels auxquels je n'ai pas répondu. Elles ont démarré en trombe de mon allée dans un nuage de condescendance blessée et de confusion. Au moment où leur voiture a disparu au bout de la rue, la maison a plongé dans un silence profond et satisfaisant. Je me suis laissé tomber sur le canapé, ce même canapé qu'Alexandre avait un jour critiqué pour être trop basique, et j'ai laissé le calme m'envahir. Mon téléphone a vibré. Alexandre. Puis encore, sa mère. Des numéros inconnus. Joséphine. Victoire. Je n'ai lu aucun message. À la place, j'ai marché jusqu'à la chambre et j'ai ouvert le placard. Sa moitié était complètement vide. Cette absence était enivrante. Coupe directe sur la fête. Je ne connaîtrai les détails que le lendemain, mais au moment où la voiture d'Alexandre s'est arrêtée devant la fondation. Crépitement des flashs, robe de soirée élégante, veste de costume drapée sur les bras, le chauffeur a suivi mes instructions à la lettre. Ouvrir la porte. Remettre à Alexandre la petite enveloppe contenant la clé du garde-meuble et un second mot. Puis partir. Ne pas traîner, ne pas attendre, pas de tour touristique, juste un dépôt net et sans bavure. Il s'est retrouvé planté seul sur le trottoir, vêtu de sa tenue de week-end à la campagne, son sac de voyage à la main, entouré de gens habillés pour un gala de charité de la haute société. Et parce que le timing est le maître mot, pile au moment où Alexandre a franchi l'entrée, son père, qui se tenait avec un groupe de grands donateurs, a ouvert la boîte contenant nos bagues de fiançailles. Le choc a traversé la pièce comme une onde. Des murmures. Des regards discrets. La tempête parfaite. Puis Alexandre s'est avancé vers lui, hébété, serrant ma lettre. Si je pouvais mettre en bouteille le moment où leurs regards se sont croisés, je serais milliardaire. De retour à la maison, la première vague. Un peu après 18h30, mon téléphone s'est illuminé comme un sapin de Noël en feu. Appel. Notification. Des textos défilant si vite qu'ils en devenaient flous. J'ai fini par allumer l'écran par pure curiosité. Alexandre, qu'est-ce que tu as fait? Comment as-tu pu me faire honte à ce point? Mon père est furieux. Tout le monde me regarde. Camille, réponds-moi immédiatement. Sa mère. C'est cruel, inutile et vindicatif. Vous avez humilié notre famille tout entière. Numéros inconnus. Tu me dégoûtes. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Rappelle-moi tout de suite. Joséphine. C'est quoi ce bordel, Camille? Tu as la moindre idée de ce que tu viens de provoquer? Victoire. Tu l'as pris en traître. Tu es toxique. Tu es instable. Tu as besoin de te faire soigner. Je les ai fait défiler lentement, sirotant un verre d'eau fraîche comme si je regardais les prévisions météo. La véritable tempête se déroulait à des kilomètres de là, dans une galerie remplie de personnes qu'Alexandre voulait impressionner. Il n'avait plus honte de moi. Il avait honte à cause de moi. L'ironie de la situation était d'une saveur exquise. L'enveloppe finale. Le petit mot que le chauffeur lui avait remis à son arrivée. Il disait, « Tes affaires sont dans un garde-meuble. Ta clé est à l'intérieur. Tu peux les récupérer quand bon te semble. Je ne serai pas chez moi. CB, propre, net, indéniable. » À la tombée de la nuit, j'ai éteint mon téléphone, je l'ai posé face contre table, et j'ai réchauffé des restes au micro-ondes pour le dîner. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas explosé de rage. Je ne me suis pas senti vengé. Je me suis senti libre.
Le genre de liberté qui survient lorsque vous arrêtez d'essayer de vous intégrer dans un monde qui n'a jamais été conçu pour vous inclure. J'ai dormi comme un loir cette nuit-là. Et le lendemain matin, une rumeur a commencé à se répandre dans tout Paris, une rumeur qui m'atteindrait avant midi. Alexandre de Courcelles s'est fait larguer au gala de sa mère. Bague rendue. Déposé en VTC. Toute l'affaire est devenue un spectacle. Oh, Alexandre voulait éviter la honte. Je lui avais simplement donné l'opportunité de l'expérimenter en personne. Samedi matin, le monde numérique avait déclaré la guerre. Quand j'ai rallumé mon téléphone, il a vibré si violemment que j'ai cru qu'il allait se fendre en deux. Notification après notification affluait. J'ai ignoré tous les messages d'Alexandre et je suis allé directement à la seule chose qui m'importait, la vérité. Et il s'est avéré que la vérité se propageait plus vite qu'un feu dans des broussailles sèches. Mon amie Léa, qui connaît quelqu'un dans l'entreprise de traiteur qui s'occupait du gala, m'a envoyé un message vocal, sans salutation, sans préambule. Cam, tu ne vas jamais le croire. J'ai appuyé sur lecture. Son chuchotement était urgent, essoufflé, chargé de l'électricité des derniers potins. Il est entré en pleurant. En pleurant, Camille, devant tout le monde. Il tenait une espèce de lettre. Son père tenait une boîte avec les 2 bagues dedans, comme s'il venait de découvrir un cadavre, et toute la salle s'est arrêtée de parler. Sa mère a essayé de le traîner dans un couloir latéral, mais c'était trop tard. Des gens filmaient. Il y a des mèmes, Cam. Des mèmes. J'ai mis le message en pause, j'ai posé mon téléphone et j'ai simplement respiré. Pas de la joie, pas de la vengeance, juste un soulagement. L'oppression dans ma poitrine s'est enfin relâchée. Alexandre ne le savait pas encore, mais ce n'était que le début. À la mi-journée, les messages ont changé de ton. Alexandre. Je t'en supplie. Je t'en supplie, parle-moi. Tu m'as pris au dépourvu. Je ne mérite pas ça. Ce n'était pas ce que tu as cru entendre. Tu as mal compris. Camille, réponds à ton téléphone tout de suite. Puis, le changement de tactique. C'est de la violence psychologique. Ce que tu as fait est cruel et manipulateur. Tu as besoin d'aide. On y était. De la manipulation psychologique, gaslighting, en temps réel. Je n'ai pas répondu. Cela a semblé l'enrager davantage, car l'après-midi même, la campagne de diffamation sur les réseaux sociaux a commencé. Victoire a publié un carré noir avec du texte blanc, « Les femmes toxiques sont dangereuses. La violence psychologique est une réalité. Protégez votre santé mentale. » Joséphine a posté une photo d'Alexandre l'air dévasté avec la légende « Personne ne mérite d'être humilié de la sorte. » Aux survivants de manipulation psychologique, nous vous soutenons. Et Alexandre. Alexandre a publié un selfie de lui-même, les yeux cernés et l'air fragile, avec pour légende, parfois, ceux qui disent vous aimer sont ceux qui vous brisent le plus. Les commentaires affluaient de la part de gens qui ne me connaissaient même pas. Tu mérites mieux, le roi. Elle a l'air instable. Fuis pendant que tu le peux. Je fixais mon écran, d'un calme absolu. Parce que j'avais quelque chose dont ils ignoraient l'existence, un enregistrement. Pas d'eux en train de me hurler dessus. Pas d'une dispute. Pas d'accusation. Un enregistrement d'eux m'insultant avec leur propre voix. Ça m'a frappé soudainement, comme si le destin m'avait tapoté l'épaule. Un mois auparavant, Alexandre s'était plaint que la mémoire de son téléphone était pleine. Je m'étais assise à côté de lui sur le canapé, l'aidant à transférer ses photos et ses mémos vocaux sur son vieil ordinateur portable. Son ordinateur portable. Celui qu'il avait laissé derrière lui. Celui dont je connaissais le mot de passe. Celui qui contenait toutes les sauvegardes qu'il avait faites. Je suis entré dans le bureau, j'ai ouvert l'ordinateur portable, j'ai tapé le mot de passe, le nom de son chien d'enfance. Il s'est déverrouillé instantanément. J'ai cliqué sur ses mémos vocaux. Et c'était là, un fichier nommé « Soirée 20 amis », enregistré exactement la nuit où je les avais surpris. J'ai cliqué sur lecture. Et ça résonnait, fort, clair, indéniable. Alexandre. Tu imagines si Camille rencontrait ma famille élargie? Mon Dieu, non. Elle est trop gênante. Joséphine. Elle parlerait probablement de terreau avec l'oncle Henri. Rire. Alexandre.
On passe le mariage d'abord, ensuite je la formerai. Je poncerai les bords rugueux. C'est quelqu'un qui assure un bon confort financier. Victoire, où tu passeras au modèle supérieur. Nouveau rire. Je l'ai écouté 2 fois. Pas parce que j'en avais besoin, mais parce que l'univers m'avait tendu un miroir. Leurs mots, leur arrogance, leur cruauté. Et soudain, leur campagne de diffamation n'avait plus aucune importance, car j'avais la vérité. Je n'ai pas publié l'enregistrement en ligne. Je ne les ai pas menacés publiquement. Je ne suis pas entré dans leur arène. À la place, j'ai coupé l'audio pour n'en garder qu'un extrait brutal de 60 secondes. Clair, concis, accablant. Puis je l'ai envoyé à 2 personnes. À Maxime, le fiancé de Victoire. Sujet, je pensais que tu devrais entendre ça. Message, voici ce que Victoire et ses amis disent quand ils pensent que personne n'écoute. J'ai joint l'extrait. Maxime a répondu en 6 minutes. Merci, je n'en avais aucune idée. Cela change la donne. Deuxièmement, au professeur de Courcelles. Sujet, clarification. Message, professeur, je n'ai aucune intention d'en faire un scandale public. Cependant, Alexandre et ses amis ont commencé à insinuer publiquement que j'étais une personne abusive. Cet enregistrement contient leur conversation du soir où j'ai rompu les fiançailles. C'est la voix d'Alexandre, avec ses propres mots. Je ne rendrai pas cela public, à moins d'y être forcé pour défendre ma réputation. Camille Bernard. J'ai joint l'extrait. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Dans les 3 heures qui ont suivi, toutes les publications sur les réseaux sociaux ont disparu. Supprimées de manière si radicale qu'on aurait cru qu'elles n'avaient jamais existé. Joséphine a posté une photo d'un plat au restaurant comme si de rien n'était. Victoire a publié son selfie habituel à la salle de sport. Alexandre a fait le silence radio. La campagne était terminée. Le faux récit était mort. La vérité avait fait son œuvre. Je me suis assise sous mon porche après le coucher du soleil, sirotant un thé en regardant les lumières de la ville clignoter au loin. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, je ne me sentais pas crispé. Je n'avais pas l'impression de devoir me faire toute petite pour rentrer dans le monde de quelqu'un d'autre. Je me sentais puissante, sereine, certaine de moi. Je n'avais pas besoin de le blesser. Je n'avais pas besoin de gagner. J'avais juste besoin de le laisser s'effondrer sous le poids de ses propres actes. Et il l'avait fait devant les personnes même dont il valorisait l'approbation bien plus que mon propre cœur. Il avait essayé de me cacher. Il avait essayé de me remodeler. Il avait essayé de contrôler l'histoire. Mais la chose amusante avec les histoires, c'est que la vérité finit toujours par refaire surface. Et je n'avais même pas encore commencé à me reconstruire. 4 mois ont passé. Pas rapidement, pas silencieusement, mais régulièrement, comme une plaie qui se referme sous un pansement qu'on arrête de vérifier tous les jours. Le monde n'a pas explosé. Je ne me suis pas effondré. La vie s'est simplement recalibrée. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression que c'était à nouveau ma vie. Je n'ai jamais recontacté Alexandre ni son cercle, mais les commérages, comme l'eau, trouvent toujours leur chemin à travers la moindre fissure. Victoire et Maxime. Maxime a rompu leur fiançailles en moins d'1 semaine. Apparemment, entendre sa future femme rire d'une autre femme qui devait être formée et échangée pour un modèle supérieur fait quelque chose à l'âme d'un homme. Surtout quand c'est le genre de personne qui accorde plus d'importance au caractère qu'à l'esthétique Instagram. Un ami m'a dit qu'il avait déménagé en silence. Pas de dispute, pas de finale dramatique, juste une valise et une phrase, je n'épouse pas les gens qui se comportent de cette façon. Aucune déclaration publique, aucune dispute, juste de la dignité. Imaginez donc ça. Le mariage de Joséphine ne s'est pas terminé, mais il s'est fissuré. Son mari l'a confrontée. Est-ce que c'est ça que tu es avec tes amis? Est-ce que c'est comme ça que tu parles des gens? Joséphine a essayé de manipuler la situation à son avantage. Bien sûr qu'elle l'a fait. Mais le mal était fait. Quand votre mari voit votre vrai visage dans l'enregistrement de quelqu'un d'autre, on ne peut pas revenir en arrière. Les gens pensent que le karma est poétique, mais en réalité, il est d'une littéralité embarrassante. Les bruits de couloir étaient sombres. Il n'est pas retourné dans son appartement. Il est retourné vivre chez ses parents. Et cette fois,
La maison des de Courcelles n'était pas un manoir étincelant. C'était une cage dorée. Son père, le prestigieux chirurgien, ne se souciait que de deux choses, sa femme et sa réputation. Et Alexandre avait humilié les deux. Il n'y avait plus de sourires, plus de tapes indulgentes sur l'épaule, plus d'invitations aux événements caritatifs pour réseauter. J'ai entendu dire que le docteur de Courcelles ne lui avait dit qu'une seule phrase le soir du gala, « Répare ça ». Mais Alexandre ne le pouvait pas. On ne peut pas réparer une vérité sortie de sa propre bouche. Sa mère n'était pas en reste. La perfection enrobée de perles, la déception enrobée de sucre. Il paraît qu'elle lui donnait de l'argent de poche. De l'argent de poche. Un homme de 32 ans, travaillant dans les relations publiques, vivant comme un adolescent puni. J'imagine que lorsque l'on se soucie plus de son image que de son intégrité, c'est à cela que ressemble l'âge adulte. 2 mois après la rupture, j'ai reçu la lettre d'un avocat. Pas le mien, celui d'Alexandre. Une mise en demeure. Selon lui, je devais une compensation financière à Alexandre parce qu'il m'avait soutenu émotionnellement. Il avait contribué à notre foyer de manière non financière. Il avait co-développé la vision des futurs projets de mon entreprise. Ça aurait été hilarant si ce n'était pas aussi follement délirant. J'ai tout transféré à mon avocat. Sa réponse, envoyée à l'avocat d'Alexandre, fut une masterclass de brutalité chirurgicale. Il a inclus, premièrement, la moitié des frais de mariage non remboursables, soit environ 40 000 € d'acompte et de frais qu'Alexandre avait acceptés. Reçus en pièces jointes. Deuxièmement, un registre détaillé de toutes les dépenses que j'avais couvertes. Remboursement de voiture, facture de carte de crédit, vacances, cadeaux, et son loyer pour les mois où il oubliait sa part. Le sous-total, un chiffre qui ferait avaler sa langue à n'importe qui. Troisièmement, une note stipulant, si Monsieur de Courcelles souhaite engager des poursuites judiciaires, nous déposerons une demande conventionnelle. De plus, dans le cadre de la procédure de communication des pièces, nous soumettrons un enregistrement audio de Monsieur de Courcelles décrivant son intention de manipuler Mademoiselle Bernard après le mariage, ce qui démontre des fiançailles de mauvaise foi et une intention frauduleuse. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de l'avocat d'Alexandre. Apparemment, l'enregistrement qu'il avait humilié socialement me protégeait également sur le plan juridique. La vérité est amusante comme ça. Il m'a fallu du temps pour me sentir à nouveau normal. Mais peu à peu, mon monde s'est rempli des choses qu'Alexandre rejetait autrefois. Je me suis investi à corps perdu dans mon entreprise, et j'ai décroché 2 des plus gros contrats de ma carrière. J'ai repris contact avec des amis qu'il n'approuvait pas. Je suis allé faire de la randonnée et je suis rentré à la maison couverte de boue et absolument heureuse de l'être. J'ai redécoré la maison exactement comme je le souhaitais. Fini les installations d'art minimaliste, fini les palettes de ton gris. La couleur est revenue dans ma vie. Et puis, j'ai recommencé à faire des rencontres. Rien de dramatique, rien de rapide, juste une curiosité lente et douce. Il y a eu un homme, un vétérinaire nommé Julien, qui m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Je me suis préparé au pire, le vieil instinct. Et puis il a dit, tu construis des espaces extérieurs. C'est incroyable. Tu crées de la beauté dans laquelle les gens vivent. Pas de sourcils froncés, pas de condescendance subtile, pas d'évaluation mentale de ma valeur. Juste de l'admiration. Ça m'a abasourdi plus que tout ce qu'Alexandre avait pu faire. Il y a environ un mois, je travaillais dans un café, mon ordinateur portable ouvert, en train d'éditer un plan d'aménagement. Une douce musique indépendante passait en fond. Les gens chuchotaient autour de leur pâtisserie. La cloche au-dessus de la porte a tinté. J'ai levé les yeux et Alexandre est entré. Il ne m'a pas vu tout de suite. Il paraissait plus petit, pas physiquement, mais émotionnellement, comme un homme portant un poids invisible. Sa posture était voûtée. Ses vêtements, bien que chers, avaient l'air usés. Pas le tissu, mais l'énergie qu'il dégageait. Ses yeux étaient fatigués. Sa mère l'accompagnait. Sa posture à elle était parfaite. Son expression pincée. Sa voix tranchante mais basse, comme une réprimande coincée en mode répétition. Alexandre hochait la tête à chaque mot, soumis. Puis il s'est tourné et m'a vu. Nos regards se sont croisés. Dans cette infime fraction de seconde, j'ai vu tout un spectre d'émotions. Du choc, de la panique, de la honte.
Il a rompu le contact visuel immédiatement, se détournant si vite qu'il a failli percuter une chaise. Sa mère a eu l'air confuse, puis agacée, puis elle l'a fait sortir de la boutique sans poser la moindre question. Et moi? Je n'ai ressenti absolument rien de laid. Aucun pic de colère, aucune joie malsaine, aucun triomphe. Juste une compréhension douce et sereine. Je ne l'avais pas détruit. Ce sont ses propres choix qui l'ont fait. Je m'étais simplement extraite des décombres. Il avait peur que je lui fasse honte. À la fin, c'est lui-même qui s'est couvert de honte, encore et encore et encore. J'ai fini mon café, fermé mon ordinateur, et je suis sorti dans la chaude lumière du soleil. Et pour la première fois depuis des années, le monde me semblait grand ouvert. L'histoire était terminée. L'avenir, le mien, enfin le mien, ne faisait que commencer.